Vous êtes sur CGTN Français en direct depuis Beijing. Bienvenue à l'essentiel, l'émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes. La démission du Premier ministre italien en juillet dernier a déclenché des élections législatives anticipées en Italie, alors que l'Italie accueillera sa première femme Premier ministre de l'histoire. La coalition réunissant la droite et l'extrême droite pourra-t-elle sortir l'économie italienne du marasme et les partis populistes vont-ils changer l'équilibre des pouvoirs au niveau européen? Nous vous invitons à participer, à noter pas en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouve avec moi Nicolas Uruzin, commentateur de CGTN, également en ligne avec nous Madame Song Xing, ancienne conseillère politique du Parlement européen. Bonjour. Et en Italie, la coalition de droite a revendiqué la victoire lors d'élections générales anticipées après l'effondrement du gouvernement d'unité élargie de Mario Draghi. Le parti d'extrême droite des Frères d'Italie a recueilli plus d'un quart des voix et sa chef Giorgia Meloni devrait devenir première ministre. Signalant un changement sismique de genre et de politique, Giorgia Meloni devrait devenir la toute première femme à diriger le gouvernement en Italie. C'est important de comprendre que si nous sommes appelés à gouverner ce pays, nous le ferons pour tous les Italiens dans le but de valoriser ce qui nous unit plutôt que ce qui les divise. Comme prévu, la coalition de droite a obtenu la majorité dans les deux chambres du Parlement. Les Frères d'Italie ont obtenu 26% du vote global, éclipsant ses alliés peu performants. La Ligue de Matteo Salvini n'a reçu que 8% des voix, tout comme Forza Italia de Silvio Berlusconi. De l'autre côté, un résultat désastreux pour le Parti démocrate qui n'a obtenu que 19% des suffrages. Aujourd'hui est un jour triste pour l'Italie et pour l'Europe. Des jours difficiles nous attendent. Le mouvement des 5 étoiles arrive en troisième position avec 15% des votes. Tout le monde voulait nous faire sortir du Parlement, tout le monde disait que nous tombions. Le retour est vraiment remarquable, nous sommes la troisième force politique. Les élections générales anticipées font suite à l'effondrement de la large coalition gouvernementale de Mario Draghi en juillet. Reflétant la frustration des Italiens face à l'instabilité politique du pays, il s'agit du taux de participation électorale le plus bas jamais enregistré, à seulement 64%. Les détracteurs de la coalition de droite affirment que le changement de politique dramatique pourrait compromettre la position de l'Italie au sein de l'Union européenne et sa position sur l'Ukraine. Alors que Meloni a toujours soutenu l'Ukraine et l'OTAN, ses alliés ont été critiqués pour leurs liens étroits avec la Russie. Mais les experts politiques prédisent qu'au moins au début, Meloni essaiera d'éviter un affrontement avec l'Europe. Comme elle a montré pendant la campagne électorale, elle a changé de ton, elle essaie de mettre son parti dans une position plus conservatrice. Le nouveau gouvernement héritera d'une série de défis économiques, des coûts énergétiques exorbitants, une inflation en hausse, une dette publique record et la part de 200 milliards d'euros de l'Italie dans le fonds de relance Covid de l'Union européenne. Le président Sergio Mattarella devrait nommer officiellement la personne qui dirigera le gouvernement du pays d'ici à la mi-octobre. Et donc l'Italie connaîtra sa première femme première ministre de l'histoire et Rome inaugurera également un gouvernement de coalition de droite à 100% pour la première fois depuis 2011. Qu'est-ce que le résultat des élections remportées par Fratelli d'Italia signifie précisément pour l'Italie? D'abord, merci de m'avoir invité. Le résultat des élections en Italie marque le changement capital pour le pays. Le paysage politique italien est en train de se transformer de manière surprenante. Les extrémistes sont dorénavant devenus le courant dominant en Italie. Comme vous avez mentionné, c'est une coalition en fait de populistes, d'eurosceptiques et de nationalistes d'extrême droite, anti-migration. Donc, c'est la première fois après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a eu un gouvernement d'extrême droite à Rome. En plus, au sein de cette coalition, on a vu un nouvel équilibre. Comme les Frères d'Italie de Meloni ont recueilli un quart des voix, ils se sont imposés comme le pilier central de cette alliance. Le parti de Meloni dépasse aisément en fait, le score combiné de ces deux alliés, à la Ligue anti-immigrés de Salvini et Forza Italia de Berlusconi. Donc tous deux plafonnent à moins de 9%. C'est assez surprenant car Meloni et son parti n'ont jamais été tellement populaires
qu'aujourd'hui. Donc, on pourrait même dire que Mélanie a cannibalisé en fait les voix de ses alliés de droite. Les partenaires autrefois dominants de Mélanie sont devenus des partenaires plutôt dominés et ils n'ont nulle part où aller. Leur seul chemin vers le gouvernement, c'est vraiment derrière en fait Mélanie. Donc Mélanie est une femme aussi, femme politique assez maligne, je pourrais dire, dans le sens qu'elle sait très bien jouer sur l'ambiguïté. Elle essaie toujours de nuancer ses discours en fonction de ses publics. Dans un discours enflammé en faveur en fait, du parti d'extrême droite espagnol Vox en juin, elle s'est montrée contre la violence islamique, contre l'idéologie du genre, contre le lobby LGBT. Donc, mais à la fin du mois d'août, elle a enregistré un message vidéo en 3 langues pour assurer en fait aux partenaires de l'Italie qu'elle s'en tiendra aux alliances traditionnelles de Rome, y compris l'OTAN. Donc, elle a également qualifié d'absurde les informations selon lesquelles elle dirigerait un gouvernement autoritaire comme son allié hongrois Viktor Orbán. Donc, il est extrêmement difficile de tracer ses pensées politiques. Elle est une politicienne qui joue là-dessus. Elle pourrait en fait tout faire pour avoir plus de voix, de votes. Donc du coup, ça va être un gouvernement fondamentalement populiste et par conséquent imprévisible. C'est pas une bonne nouvelle pour l'Italie qui est confrontée à plusieurs crises économiques, migratoires et énergétiques. Donc vous êtes encore assez sceptique sur Madame Meloni, mais vous pensez qu'il y a vraiment une tendance de coalition de droite en Europe maintenant. Et Nicolas, quel est votre avis là-dessus? Pourquoi le parti Fratelli pourra remporter les élections de cette fois? Non, pourquoi ils ont remporté? Ça a été, en fait, c'est parce que la Ligue de Salvini, de Matteo Salvini, a vraiment chuté, hein. Ils sont passés de 34% il y a encore quelques années, à là, on est à 8 ou 9%. Hein. Donc, c'était vraiment la chute de ce personnage qui rassemblait un peu le populisme d'extrême droite. C'est les gens qui se disaient anti-système. Donc, ce personnage qui avait un peu attiré l'attention sur lui, avec des déclarations anti-immigration, contre l'Europe, assez xénophobe au final, donc anti-élite également. Donc en fait, il s'est un peu avec ses outrances, dernièrement on parle beaucoup des outrances de Salvini, où vraiment il en a trop fait, il en a trop rajouté. On se rappelle qu'il s'était aussi, il avait déambulé sur la place rouge avec un t-shirt à l'effigie de Vladimir Poutine. Donc peu de temps avant l'invasion de l'Ukraine. Donc on voit que là, il y a vraiment, il s'est trouvé en porte-à-faux un petit peu avec les opinions publiques, et notamment avec voilà, cette crise entre la Russie et l'Ukraine. Donc il a été désavoué par une partie de la population, et cette partie de la population s'est tournée vers la seule en fait qui n'a pas participé, qui était dans l'opposition, hein, à l'époque du gouvernement de Mario Draghi. La seule qui n'était pas entrée en fait au gouvernement, alors que la Ligue de Salvini est entrée, Forza Italia de Berlusconi aussi, elle s'était opposée en fait à ce gouvernement qui rassemblait un peu tout le monde de Mario Draghi, ce gouvernement dit technocratique. Et donc elle a en fait du fait de ce décalage par rapport à ce gouvernement de Mario Draghi, elle a reçu l'appui de tous ceux qui étaient déçus de cette politique de Draghi. Et évidemment, dû à la crise économique, à la crise sanitaire due à la Covid et à la manière dont ça a été géré en Italie. Donc elle est un peu le réceptacle voilà, de toute cette frustration des Italiens. Ils veulent changer le paysage politique. Exactement, ils essayent quelque chose de nouveau après le mouvement des 5 étoiles. Enfin, on voit que la politique italienne, ça bouge vraiment beaucoup. Hein. C'est pas, faut rappeler aussi que c'est pas l'élection d'un président, hein. C'est pas le suffrage universel pour élire un président. Là, c'est les élections législatives qui amènent un gouvernement. Donc il peut changer, il change en général tous les ans. Et comme vous dites, on est dans un contexte de la crise ukrainienne, économique, sanitaire. Donc l'économie européenne est tempourée dans des risques majeurs comme l'inflation et la crise de la dette. Et le nouveau gouvernement italien poursuivra des politiques, on va dire, protectionnistes au nom des intérêts nationaux. Et le slogan politique de Fratelli est justement défendre l'Italie. Et Madame Meloni s'oppose à l'immigration clandestine, s'en tient à l'euroscepticisme
l'euroscepticisme et remet en question le mécanisme européen. Madame Son, comment les autres pays européens ont-ils réagi à cela? Je crois que la plupart des pays européens ne sont pas vraiment très contents avec le résultat. Surtout la France. La France est vraiment déçue par le résultat. Mélanie n'était clairement pas la candidate en fait d'Emmanuel Macron. Il faut dire que Macron était très proche de l'ancien Premier ministre Mario Draghi. Les deux hommes s'appréciaient réciproquement depuis 1 an et demi. Paris et Rome vivaient en fait une lune de miel, je voulais dire, diplomatique. La France faisait de l'Italie un partenaire majeur au même titre que l'Allemagne. C'était vraiment la première fois dans l'histoire après la Deuxième Guerre mondiale. Donc avec ces élections en Italie, Macron a perdu donc son principal allié et se trouve à la place face à une personnalité qui n'a eu de cesse de critiquer la France, notamment sur en fait la question de l'immigration africaine en Europe. Pour l'Allemagne, à l'exception du parti d'extrême droite AfD, qui a félicité en fait la victoire de la coalition des droites et de l'extrême droite, tous les grands partis allemands se sont montrés particulièrement inquiets. Les sociaux-démocrates, en particulier, ont critiqué le groupe conservateur du Parti populaire européen au Parlement européen pour avoir apporté son soutien en fait au parti Forza Italia de Berlusconi. Le seul pays qui a vraiment félicité la victoire de Meloni est l'Hongrie. Viktor Orban est un partenaire étroit de Meloni. Les deux vont certainement aller chercher fonder une sorte d'alliance à l'échelle européenne. Et Nicolas, donc, est-ce que cette réussite de l'élection de Fratelli a été une nouvelle choquante pour les autres pays européens? Oui, alors c'est vrai qu'on parle en France, on parle de séisme, de cette nouvelle, ce fait que voilà, l'Italie va être gouvernée par ce qu'on appelle des néofascistes, post-fascistes, il y a plusieurs noms. Essentiellement, alors on peut revenir pourquoi on l'accuse un peu de ce parti, les frères d'Italie, d'être néofascistes. Il faut dire aussi, il faut revenir un peu au passé de Giorgia Meloni, qui a fait partie d'un parti qui était l'héritier du parti fasciste de Mussolini. Donc ce parti qui a un peu sa formation de jeunesse, même si elle s'en est détachée ensuite, elle a quand même eu des déclarations un peu sulfureuses sur le fait que traiter par exemple Mussolini finalement que c'était un bon politicien, le meilleur politicien même d'Italie de ces 50 dernières années. Donc c'est vrai qu'elle traîne un petit peu avec aussi le symbole de la flamme. On voit cette flamme comme ça, c'est la flamme en fait des partis fascistes de Mussolini, qui a aussi été d'ailleurs intégré comme symbole pour le Front National en France. Donc on voit bien le rapport entre cette Meloni et l'adversaire politique numéro 1 de Emmanuel Macron, qui est Marine Le Pen. Donc effectivement, en voyant l'élection de Meloni à la place, pour succéder probablement à Mario Draghi, comme on vient de le dire, qui était quelqu'un avec qui Macron avait des très bonnes relations, ils se comprenaient très bien, ils avaient un parcours un peu similaire. Et donc là, voir en fait que cette Meloni qui est l'image de Marine Le Pen par rapport à l'italienne, donc effectivement, ça bouscule un peu les idées, la politique, le rapport avec la politique italienne de la France. Donc c'est vrai pour l'instant, la France reste, modérée. Il n'y a pas eu d'attaque. Il y a eu le fait qu'on prend en compte le choix démocratique des Italiens. Effectivement, on imagine qu'il y aura des difficultés pour la France pour nouer des relations, des bonnes relations maintenant avec l'Italie. À voir bien sûr comment, si Meloni donc, devient la présidente du Conseil, comment elle va se comporter avec ses alliés en Europe. Parce que c'est vrai d'un côté, elle se dit eurosceptique, de l'autre côté, elle dit qu'elle ne veut pas non plus quitter l'Union européenne ou la zone euro. Donc je pense qu'il va y avoir quand même, il y a beaucoup de méfiance du côté de la France, de l'Allemagne, des poids lourds de l'Union européenne. Et ça va prendre quelques mois avant de savoir comment vraiment la position de l'Italie, la nouvelle politique de l'Italie. Donc pour l'instant, je dirais de la méfiance. Mais ce qui pourrait surtout inquiéter les autres pays européens, c'est que Meloni poussera une économie patriotique au détriment de la ligne de l'UE. Et en quoi consiste son économie patriotique ?
Bah déjà, c'est vrai que chaque pays de l'Union européenne doit verser, hein, il y a une contribution à donner à l'Union européenne pour que ça fonctionne. Et ce genre de partis qui veulent retourner vers un souverainisme, vers un choix plus voilà, de nation au niveau économique, au niveau de la sécurité, au niveau de l'immigration, revenir à des lois voilà, plus souveraines, ça va en porte-à-faux avec la politique de l'Union européenne où tous les pays doivent avoir une sorte de consensus et trouver, voilà, il y a des politiques communes. Donc c'est vrai que cette politique de protectionnisme, souverainisme, c'est un peu en contradiction avec les valeurs de l'Union européenne. Ensuite, Meloni a une politique qui est plutôt taxée de néolibérale. On la voit avec Berlusconi, hein, Berlusconi qui est un chantre du libéralisme quand même, de la droite. Donc c'est un peu étonnant de voir, voilà, d'ailleurs ces partis vivre ensemble, hein. Ils appellent ça bon, le centre-droit. D'un côté, il y a donc Berlusconi, donc, qui c'est un peu la droite classique, entre guillemets, avec des droites populistes ou d'extrême droite. Donc en fait, quelle est l'économie, quelle est la politique économique qui va en découler? Est-ce que c'est la politique économique néolibérale? Est-ce qu'il va y avoir des baisses d'impôts? Puisque on sait que voilà, si c'est du populisme, on essaye de plaire au peuple, d'essayer de baisser les impôts pour essayer d'aider quand même les ménages italiens. Donc est-ce que ça va être possible, vu la dette énorme quand même de l'Italie, est-ce que ça va être possible de baisser les impôts comme ce qui devrait être le cas? Alors ça va être très difficile, ça va aller en contradiction bien sûr avec les obligations européennes. Évidemment, il faut limiter la dette. Et la crise de la dette en Italie risque d'être un réel problème à surmonter pour le nouveau gouvernement. Donc bon, à voir comment tout ça va se gérer. Donc elle va mettre l'État en priorité, mais pourtant Meloni a déclaré que l'Italie ne quitterait pas l'Union européenne, mais que certaines mesures correctives devraient être prises, non pas pour construire un super État, mais pour sauver l'État-nation. Song-Shin, comment faut-il le comprendre? Je crois quand on est en face d'un personnage politique genre populiste, il ne faut pas aller chercher ces discours ou ces mots précis, car ils ne vont jamais tenir à leurs mots. Et comme je l'ai dit, Meloni est une femme politique très maligne. Elle change tout le temps ses discours en fonction de contexte et de ses publics en face d'elle. Donc, elle va continuer de jouer sur ces questions. Elle va montrer aux électeurs italiens que c'est grâce à elle que l'Italie prend des avantages vis-à-vis de l'Union européenne. C'est grâce à elle, l'Italie a eu une croissance de 5 ou 6%. Donc, elle pourrait même aller à Bruxelles pour dire que l'Italie ne contribue plus autant qu'elle faisait. Elle pourrait aussi demander à l'UE de rendre leur argent. C'est comme Madame Thatcher qui a fait en fait dans les années 80. Donc, elle pourrait même organiser un référendum pour redonner le pouvoir en fait au peuple italien comme faisait en fait Cameroun. Donc tout est possible si elle perçoit que ces mesures augmentent sa popularité et elle pourrait rester toujours au pouvoir en fait du gouvernement. Donc du coup l'État-nation n'est qu'un outil pour elle de parvenir à ses fins politiques. Donc je vais dire il faut comme dit Nicolas, hein, il faut avoir une certaine méfiance vis-à-vis de Meloni et surtout de ses mots, car je ne pense pas qu'elle va tenir à ses mots. Mais en tout cas, elle veut jouer un rôle de sauveur pour son État, mais ces politiques auront-elles un impact sur l'économie européenne, un impact négatif? Alors, il faudra voir, hein, parce que par exemple l'Italie, donc on sait qu'est-ce qui a amené au pouvoir en fait Meloni? Apparemment, d'après tous les analystes qui travaillent là-dessus, c'est la crise migratoire qui s'est déroulée depuis nombreuses années en Italie. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte, l'Italie est une porte d'entrée hein, pour les migrants en provenance de Libye, de Tunisie, de Syrie, etc. Et donc c'est vrai que l'Italie, donc il y a beaucoup d'Italiens qui se disent l'Europe ne nous aide pas à contrôler cette vague migratoire et qu'en fait voilà, il faut que l'Europe nous vienne en aide. On ne peut plus voilà accueillir autant de migrants sur le territoire italien. Donc c'est vrai que cette pression, est-ce que, en fait, en rejetant parce que Meloni avait déclaré précédemment qu'elle voulait imposer un blocus hein, pour empêcher les migrants qui traversent la Méditerranée d'arriver en Italie ou d'essayer de rejeter les migrants dans les autres pays d'Afrique. Donc est-ce que
cette manière-là de faire, est-ce que ça va la mettre en opposition avec l'Europe qui va couper les vivres et empêcher voilà, beaucoup d'argent de parvenir en Italie, donc créer encore plus une crise italienne? Ou alors est-ce que cette action, est-ce que ça va donner envie à d'autres pays de suivre, d'Europe par exemple, de suivre cette voie-là et de dire bah, nous aussi, on va, à cause de la crise migratoire, nous aussi on va mettre au pouvoir ce genre de gouvernements qui sont anti-immigration, anti-islam. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez profond en ce moment en Europe qui agite les Européens. Et par exemple, je trace un parallèle avec ce qui s'est passé en Suède dernièrement, où un parti anti-immigration a remporté les élections législatives. Donc il y a quelque chose comme ça où les Européens sont pris en fait entre la tentation populiste anti-immigratoire et le fait aussi de se resserrer les rangs et d'essayer d'avoir une politique commune pour essayer de supporter la crise économique et l'inflation grandissante qui a lieu en ce moment. Donc voilà, on va voir si les tensions, comment les tensions vont pouvoir finalement, comment ça va se régler au niveau européen. C'est un peu difficile pour l'instant. Je dirais qu'on est un peu dans le flou. C'est vraiment ces tendances-là qui sont à l'ordre du jour, sachant aussi que par exemple la Pologne ou la Hongrie soutiennent en fait le gouvernement de Mélanie. Donc peut-être que ces pays un peu eurosceptiques vont mettre la pression, il y en a de plus en plus en Europe, vont mettre la pression donc pour avoir pour essayer de s'éloigner un petit peu du contrôle européen. Et comme vous dites, plusieurs partis populistes et d'extrême droite, tels que le Parti du droit et de la justice de Bologne, le Parti de la voix espagnole et les démocrates suédois ont acclamé la victoire de Meloni. Donc le paysage politique en Europe a-t-il été agité selon vous, Song Xin? Le populisme est-il devenu une force dans la politique européenne? C'est indéniable que les populistes en fait, européens ont pris de plus en plus de pouvoir en fait en Europe. Il y a deux choses que je voudrais partager avec vous. D'abord, la tendance politique en Europe est que les partis en fait traditionnels, centre droite, centre gauche, sont en déclin continu. Il y a des raisons profondes derrière ce changement, bien sûr. Par exemple, avec le processus en fait des industrialisations en fait dans certains pays et régions, les socialistes ont perdu beaucoup d'électeurs et cet électorat a été récupéré par d'autres courants d'extrême gauche ou d'extrême droite. C'est bien le cas des socialistes français. Et deuxièmement, il y a des populistes avec qui on pourrait travailler, mais il y a aussi des populistes avec qui c'est impossible de travailler avec. Quand j'étais au Parlement européen, je travaillais pour les socialistes allemands et le groupe socialiste européen. On avait plutôt tendance en fait de s'allier avec les populistes de gauche, genre Podemos de l'Espagne, Die Linke de l'Allemagne sur certains sujets. Il y a un espace de négociation, mais avec des extrémistes en fait de droite, c'était presque impossible sur la plupart des sujets, je veux dire. Donc, on pourrait dire que la politique, ici, surtout à l'échelle européenne, vraiment, c'est un art de négociation et de compromis. La montée en puissance des populistes rend ce processus beaucoup plus difficile et beaucoup plus dur, mais pas impossible, je veux dire. Donc, il faut avoir une intelligence européenne pour relever ce défi posé par la montée en puissance des populistes. En ce qui concerne... Voilà. Et en plus, il ne faut pas oublier que dans la politique européenne, l'Italie a toujours un rôle très important dans la prise de décision. Et maintenant troisième économie d'Europe. Oui, et donc maintenant que l'Italie a opté une voie politique, on va dire, assez radicale, ça va-t-il apporter un nouveau coup à l'unité européenne, ce qui est très importante pendant la période de crise? Oui, alors d'un autre côté, pour un petit peu contrebalancer un petit peu espèce de crise annoncée, je dirais que Madame Meloni a aussi mis de l'eau dans son vin en tant qu'opposante, évidemment, elle était très agressive envers la politique européenne, pro-européenne de Mario Draghi. Et les élections venant, voyant qu'elle avait une véritable chance d'arriver au pouvoir et de gouverner, elle a mis de l'eau dans son vin, elle est devenue moins... Elle veut plus la scission avec l'Europe, elle veut conserver l'euro, et elle a dit qu'il y avait
plusieurs niveaux de partenariat possibles hein, au niveau de l'Europe, sans avoir à sortir de l'Europe, comme la Grande-Bretagne a fait par exemple. Donc en fait, ces partis populistes disent beaucoup de choses, un peu de tout et de n'importe quoi, mais une fois au pouvoir, il y a quand même la real politique, il y a des choses à faire, il y a des choses très terre à terre, il y a une économie à soutenir, il y a des règles européennes, il y a la constitution italienne, il y a beaucoup de garde-fous, donc on va voir maintenant qu'est-ce qu'elle va faire avec ça, comment elle va se comporter en étant véritablement au pouvoir, et je pense qu'il y aura quand même pas mal de marge de négociation, et je pense que l'intérêt de tous, c'est que l'Europe fonctionne. Donc déjà, on a vu qu'elle a une position atlantiste, on voit qu'elle n'est pas, elle est en soutien de l'Ukraine, elle est en soutien des livraisons d'armes à l'Ukraine, donc ça c'est une position européenne qui est partagée. Et nous verrons comment ça se passe au niveau énergétique, comment elle va répondre à l'inflation dans son pays, mais je pense qu'il y aura toujours des contacts, finalement des moyens de négocier en fait. Ça ne sera pas une rupture totale de l'Italie avec l'Europe. Ce serait impossible. L'Italie ne peut pas fonctionner tout seul non plus. C'est pour ça qu'on pense aussi à la relation internationale. Quel impact de la victoire de Mme Meloni aura-t-elle sur les relations internationales et les politiques de l'Italie avec les autres grands pays, par exemple comme la Russie ou les États-Unis, Song-Shin? Est-ce que ce nouveau gouvernement italien a-t-il un espoir est-ce que c'est une sorte d'opportunité pour l'Italie de coopérer avec différentes forces internationales? Je crois la Russie devait être vraiment contente de la victoire de Meloni en Italie, car elle était assez proche en fait du président russe Poutine. L'Italie aurait dû en fait bénéficier des liens personnels entre Meloni et Poutine. Par exemple, pendant ce week-end dernier, les livraisons de gaz russes ont repris après une rupture brutale. Donc, ça doit avoir des liens avec cette victoire en fait, de Meloni en Italie. Mais est-ce que la victoire de Meloni va changer vraiment la politique de la Russie ou des États-Unis ou celle de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie? Cela pourrait être mis en doute. À l'échelle internationale, Meloni va certainement essayer de faire quelque chose pour montrer qu'elle ne se limite pas en fait aux disciplines européennes imposées par Bruxelles. Par exemple, des grands contrats d'achat des produits italiens. Mais comme l'Italie est un pays membre de l'Union européenne actuellement, elle ne serait pas vraiment capable de signer un accord de libre-échange, par exemple, avec un pays tiers. Et même si elle veut accueillir, par exemple, les investissements étrangers venant en fait d'autres pays, ce serait aussi difficile car à l'échelle européenne, il y a un mécanisme en fait de filtrage des investissements étrangers vers l'UE. Du coup, ce qu'elle pourrait faire ne pourrait pas vraiment très signifiant au sens commercial ou économique, mais diplomatiquement et politiquement, peut-être cela va avoir en fait une signification pour son parti et pour elle, et aussi pour les pays qui coopèrent avec l'Italie. En tout cas, le moment est crucial non seulement pour l'Italie, mais pour l'Europe également. On reste à voir de quoi elles sont capables. Merci Nicolas, merci Song-Shin pour votre partage. Et c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Essentiel.